Bonjour, c'est Macadébaran, je suis au Jardin de Marie à Rennes-le-Château et je suis avec Tania Martineau. Bonjour à toi. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Là, tu vas nous parler donc du Héron du Val d'Or. Tu viens de faire une conférence justement à Rennes-le-Château sur ce sujet-là. Donc, c'est un cycle de conférences organisé par Jean-Patrick Portal et la mairie. Alors, raconte-nous comment tu es tombé dans ce bain du Héron. Comment tu t'y es intéressé. Voilà. Alors, moi, je me suis intéressée depuis 21 ans au mystère de Rennes-le-Château. Oui. Bon, donc, j'avais 14 ans quand j'ai lu l'énigme sacrée. Donc, c'était l'été, j'étais un peu ennuyée. Voilà, et mon père, il m'a donné cet essai. Il m'a dit, mais lis ça va être très intéressant. Et de là-bas, papa, je vais aller à Rennes-le-Château. Donc, j'ai connu Rennes-le-Château. Le problème, Tu es d'origine italienne, je te moi, coupe, voilà, oui. Tu es de... Voilà, je suis italienne et j'étais en train de dire ça. Le problème pour l'Italie, c'est qu'on n'a pas les livres. C'est pas trop connu le mystère, donc on a l'énigme sacrée en Italie, des autres livres de Giorgio Baietti qui est un écrivain italien, mais c'était pas trop intéressant donc parce qu'il mélangeait surtout, et les Italiennes surtout, ils sont intéressés aux sociétés secrètes, donc aux prieurés des Sion. Donc pour pas mal de temps, je me suis plongée sur ces sujets. Après, je suis venue ici, j'ai connu un peu les chercheurs d'ici et j'ai connu la vraie histoire de Rennes-le-Château. Donc, j'ai commencé à quand même à acheter des œuvres comme Les Trésors maudits de Gérald Dessède et toutes les autres œuvres d'Alain Cyprat, Christian Doumer, donc des chercheurs actuels à Rennes-le-Château. Et donc, j'ai découvert que les prieurés de Sion apparemment n'existaient pas. Déçu. Après, j'ai commencé j'étais toujours intéressée par le meurtre de Gélis. Et j'ai parlé de ça dans ma conférence parce que ce détail de la carte des cigarettes de Vive Angelina, il m'avait quand même intéressée parce que c'était un sujet très intéressant si on veut en détail. Pourquoi laisser un message Vive Angelina? Et c'est pour ça qu'à un certain moment, en lisant le livre surtout de Patrick Berlier, il me semble qu'il avait écrit un livre sur la société angélique. Donc j'ai acheté ce livre et j'ai trouvé qu'effectivement il y avait pas mal des sujets intéressants à traiter, surtout la tradition des anges. Et surtout que tous les savants, les poètes, les peintres appartenaient à cette société. Et si on veut, j'avais étudié au lycée et ça m'est revenu après, qu'effectivement aussi en Italie, on avait un peu cette académie où on parlait de l'Arcadia. Donc du sujet de l'Arcadia Ego qui semble être le mot de passe de la société angélique. Donc après je suis allée plus loin, je me suis rendue aussi à Saint-Paul-en-Jarret parce qu'il semble que c'est Dom Polycarpe qui a fondé la société angélique dans les 1600, donc 1600, dans les années 1600. Donc, dans la société angélique, je suis arrivée aux AA de Toulouse. Voilà, donc cette association de prêtres ecclésiastiques qui cherchait d'améliorer la morale et de revenir au christianisme primitif, donc pré-messianique. Et après ça, à un certain moment, je suis tombée sur le Héron du Val d'Or, que selon l'énigme sacrée, c'était seulement une façade du prieuré des Sion. Donc à un certain moment, je me suis dit, mais c'est quand même intéressant. Donc j'ai cherché, quand je suis allée à Paris, j'ai fait tous les bouquinistes de la Seine pour chercher des livres sur Paul Lécourt et les occultistes. Et les gens, ils me regardaient, mais vous intéressez. Voilà, vous intéressez. Voilà, c'est ça. Près de Bordeaux, Jacques Darès. Donc, il me regardait comme ça, mais pourquoi une jeune fille s'intéresse aux occultistes françaises? Donc, je suis arrivée à acheter ça. Donc, avec Paul Lécourt, je suis allée, après avoir lu le livre de Paul Lécourt où il parle du Héron du Val d'Or, je suis arrivée à Parailly-les-Moniales. Donc, j'avais fait un petit voyage, je suis arrivée à Parailly-les-Moniales. Parailly-les-Moniales, c'était les jours de Pâques. Donc les jours après Pâques, il n'y avait personne. C'était spécial Parailly-les-Moniales. C'est pour ça qu'à un certain moment, je me suis dit, mais les Hérons du Val d'Or, c'était une société intéressante parce que je voulais rentrer dans l'église. Le prêtre, il m'a regardé. On va dire la messe dans une autre église, donc dégagez-vous, vous ne pouvez pas voir la basilique. Moi. Ok. Et dans les villages, personne qui se promenait, que deux curés et deux ecclésiastiques. Donc je suis restée
choquée par l'ambiance de Paraïs-les-Moniales et je me suis plongée un peu plus sur les Hurons du Val d'Or, mais comme je dis au début de la conférence, c'est que le début. C'est surtout que je suis arrivée à parler du Huron du Val d'Or par la Société Angélique et les AA de Toulouse. La Société du Brouillard aussi. Ou la Brouillard. Voilà, qui est très étrangement, je t'avais demandé d'ailleurs dans la conférence s'il n'y aurait pas un lien avec la Société du Brouillard, Angélique et Saunière, justement, est-ce qu'elle n'aurait pas pu influencer peut-être d'une manière ou d'une autre. Oui, parce que, alors, si tu veux, la Brouillard, effectivement, pour le... On peut dire la structure pyramidale qui avait cette association, qu'il y avait une association, dedans l'autre association, donc on ne comprend pas si c'est vrai, c'est pas vrai, c'était une association, c'était une autre association, donc effectivement ça marque un peu le brouillard. Et je vous dis ça parce que c'est intéressant, c'est un peu façon italienne. J'avais présenté dans des milieux de la franc-maçonnerie mon livre de Rennes-les-Châteaux en italien que j'avais écrit. Tu as fait un premier livre, oui, un premier tout livre, en italien. Voilà, tout en italien, qui cherchait un peu de résumer toutes les théories françaises de Rennes-les-Châteaux. Le redire peut-être. Oui, ça s'appelle Rennes-les-Châteaux, le rêve d'un trésor, sogno di un tesoro. C'est seulement en italien parce que je trouve que c'est pour un public italien, pas pour un public français qui connaît déjà l'histoire. Donc, bien évidemment, j'ai croisé des individus, donc des sujets que tu connais les AA, tu connais la Société Angélique, tu connais les brouillards, c'est très dangereux. Donc, les Italiens, ils partaient dans les délires de cette association. Et même en Italie, tu as les rites forestiers, les carbonari aussi, qui amènent à Memphis Mizraïm, qui va à Montauban, oui, tout ça. Voilà, mais dans les livres, si tu veux, la carbonerie, les associations de la Carboneria, on les appelle en italien, voilà. Ils sont cités quand même comme société angélique dans les livres de Patrick Berlière. Donc on avait une société que, effectivement, on peut dire, elle était très attendue entre la France et l'Italie. Donc Saunière, il faisait partie? Oui, probablement. Moi, sincèrement, j'ai l'idée, parce qu'il est rentré quand même en contact avec les milieux occultistes de Paris à l'époque. Donc Paul Lecourt, Papus et tous les gens qui faisaient partie de cet cercueil-là. Et donc sincèrement, je pense qu'effectivement, Saunière et surtout Boudet, ils avaient des contacts avec le Huron du Val d'Or. Mais les Hurons du Val d'Or, c'est seulement un propage de la Société Angélique. Donc je pense que bien évidemment, ils connaissaient quelque chose qui venait de là. Qui est fondé en 1873, donc par Alexis de Sarachaga, et puis qui se finit en 1926. Bon, après, qui continue sous d'autres formes, en fait. Voilà, ça peut être, plus ou moins, ça peut être. Moi, alors, je ne l'ai pas dit dans la conférence parce que je n'avais pas envie de me faire planter, non, je plaisante. Mais à un certain moment, je me suis aussi demandé si le personnage de Plantard, qui était un personnage, si tu veux, qui a été construit, il s'est construit lui-même, il a construit une légende, il voulait cacher quelques autres choses. Donc, est-ce qu'il faisait partie d'une société qui était un peu, à un certain moment, la propage du Huron du Val d'Or, de la Société Angélique, donc il a cherché de mettre en évidence une histoire pour cacher une autre histoire bien plus importante. Ça peut être, ça répond un peu à toutes les bizarreries des Saunière aussi. Donc, bon, je suis persuadée, dans mon hypothèse romantique, que Saunière et Boudet, ils seraient trouvés à la fontaine des 4 Ritou, que c'était plus ou moins un jardin en plein air, dans la forêt, avec Gélis, Alfred Saunière, pour faire ce que les AA ils faisaient à l'époque. Ça, c'est une idée romantique, mais ça correspond un peu à ce qu'on a dans les légendes locales du mystère de Rennes-les-Châteaux. Après, on ne les saura jamais. Hein. Il se faisait appeler aussi ces sociétés Hierons, les apôtres des derniers temps. Ça rappelle un peu les Templiers. Oui, voilà. Cela, l'œuvre de relèvement historique international à la gloire de Jésus-Christ. Parce qu'il y a toute cette idée de Christ roi. Voilà. Et bon, c'est vrai qu'il y a ce musée avec 5 salles, il y a plusieurs salles, la salle des miracles, la salle des Pâques, la salle des hommes,
Tu as pu voir aussi les salles également? Non, parce qu'il était fermé. C'était fermé. Bien évidemment, ils m'ont fermé la basilique devant mes yeux, donc l'autre, je n'ai pas osé. J'ai dit OK. Bon. Alors sais-tu qu'il y a une résurgence du héron, enfin certaines personnes veulent le recréer, notamment Romuald Cassio ou Jeanne Orsa, ils veulent recréer le héron, enfin d'une certaine manière peut-être, pareil. Et la résurgence du héron, actuelle. Alors, non, j'ai pas entendu parler de ça, j'admets que je ne connais pas, mais sincèrement, c'est qu'on dit l'idée du héron de retrouver un peu la tradition pré-messianique, ou si on veut la tradition originelle des chrétiennes sur le celtisme. Sur Atlante, en fait. Sur Atlantide, ça peut les Atlantes sont parmi nous. Voilà. Les anges sont parmi nous, les Atlantides sont parmi nous, les Templiers sont parmi nous, voilà. Mais donc, alors, je trouve que ça, c'est très actuel. Parce que après les 2020, moi, j'ai vu effectivement un peu on peut dire dans les gens, un rapprochement au spiritualisme par rapport à l'église chrétienne comme une foi. Donc, effectivement, ça peut être que des gens, ils vont à nouveau se retrouver et j'espère, dans mon idée romantique, retrouver dans les jardins de l'un et de l'autre pour discuter des principes créateurs et générateurs, parce que ça, c'est très intéressant. C'est actuel. On vit dans la dualité, on dit, dans le spiritualisme moderne, si on veut. On parle beaucoup du dualisme, donc du principe féminin, du principe masculin, voilà, aussi le cathare. Donc je n'ai pas osé trop le dire parce que la théorie cathare, en plus, ça détache un peu, mais ils étaient dualistes aussi. Et même Alain Château, tout est dualiste, hein, c'est en miroir un peu, ce qu'avait exposé un peu Ferral, Alain Ferral aussi. Oui. Cette idée de dualisme, Marie Desdarnaud qui pouvait être en blanc et se lire en noir, les deux tours, enfin il y a toute cette idée toujours de miroir en fait. Oui, sincèrement, c'est l'idée du dualisme, donc de deux jumeaux entre Jésus et sa jumelle Anna. C'est arrivé un jour, j'étais sur le canapé, j'étais en train de lire un livre, donc à un certain moment je me suis dit, mais attends, alors on parle toujours du diable devant l'église, c'est romantique, Asmodée, on parle du chemin de croix, mais on parle jamais, ou très rarement, on parle de Jésus qu'il y a. Oui, ça c'est Robert Robelin qui avait parlé ça. Voilà, c'est ça. Jésus, le mortel secret des Templiers, 1970. Voilà, ok, alors je ne les connais pas. Tout me met en difficulté. Robert Robelin qui est le rectificateur du rite de Memphis-Pizarro. Oui, voilà. Donc à un certain moment, je me suis dit, jamais des personnes se sont questionnées parce qu'il y avait des enfants. Oui, c'est vrai, Jésus, il avait des frères, mais des enfants dans le même temps, ça veut dire que ça peut être des jumeaux. Comme la double croix de Serres. Voilà. Cette double croix qu'on voit à Serres. Tu as raison, sur ça, je la connais. Moi, je la connais, voilà. Et donc, on se même plonge... au château de Serres, il y a quelque chose aussi, derrière le château. Voilà, donc après, si tu veux, jamais personne, ils a parlé de deux jumeaux. On a parlé de Jean-Baptiste, on a parlé que Jean-Baptiste, il était le frère de Jésus, voilà, mais on n'a jamais parlé qu'effectivement, ils sont deux enfants dans le même temps. Et deux enfants dans le même temps, ça peut être des jumeaux. Et si les jumeaux, c'était quelqu'un de féminin, parce qu'on a repris dans les années, on laissait le féminin sacré avec Marie-Madeleine, qui c'était la femme de Jésus. Mais si c'était quelque chose avant la femme de Jésus, ça veut dire la sœur jumelle de Jésus, ça marchera un peu mieux. On peut comprendre les cathares si on veut. On peut comprendre aussi les cathares parce que quand j'ai étudié la discipline, donc l'ésotérisme du Héron du Val-d'Or, dans les principes créateurs qui restent dans le spiritualisme, donc à mort, comme pour les cathares, on a les Rex Mundi, donc le principe générateur qui arrive dans la terre, donc qui génère la matière, qui crée la matière. Donc voilà, oui, c'est un mélange de choses qu'à mon avis, il faut bien distinguer, mais à un certain moment, ils sont liés de quelque chose. Donc, le christianisme primitif, c'est une tradition primordiale, on va dire, presque ce qu'on dit atlantéenne, de Paul Lecourt, toute cette idée-là.
Elle puise pour toi dans quelle source? Peut-être une tradition première C'est tout. Alors, pour moi, la tradition première, alors la tradition des Atlantides, c'est hyper beau, c'est hyper romantique, c'est la légende d'Atlantide et tout ça. Mais quand même, moi, j'ai étudié beaucoup les traditions du chamanisme et surtout du chamanisme celtique. Celtique, d'accord. Voilà. Donc, et apparemment, j'ai retrouvé ces chamanismes celtiques à un certain moment dans le Huron du Val d'Or. Donc je dis, bon. Oui, parce qu'il y a le druidisme. Voilà, il y a le druidisme, bien évidemment. Dolmen, ça se rapprocherait presque du cromlech de Rennes-les-Bains. Voilà, c'est pour ça. On mélange, on peut dire, on mélange tout. Mais voilà, la tradition du chamanisme. Rudy Jacquier avait fait un parallèle entre la toison d'or, l'hôtel allemand, en parallèle avec le dolmen de Montferrand. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça. Ok, on n'a pas de dolmen à ok. Je ne connais pas les dolmens de Montferrand, sincèrement. Hein. C'est une sorte de grotte qui est un peu comme un dolmen. Mais la grotte du Pen, c'est qu'on appelle aussi. La grotte de Montferrand. Mais ça fait un peu particulier comme il semble en grotte. On peut rentrer un peu dedans. Oui, et c'est dans une rivière séchée. C'est pas, oui. Oui, la grotte du Pen, parce que les anciens chercheurs, on l'appelle comme ça parce qu'il semble effectivement au sac qui est représenté sur la colline fleurie derrière les châteaux. Aussi, oui. Voilà. Mais on la retrouve aussi comme en même image que la. Voilà. C'est ça l'idée de domaine d'alchimie. Oui, ça peut être, parce que si on veut... Avec Notre-Dame de Marseille, on retrouve quand même... Et surtout dans une source, parce qu'une fois, c'était une ancienne rivière. Cette grotte s'est trouvée dans un petit lac formé par une rivière, qui s'appelait aussi la rivière des couleurs, comme la rivière en bas de Rennes-les-Châteaux. Donc c'est très intéressant, surtout parce que juste après, au champ d'Artigu, apparemment, c'était là le village celtique de Rennes-les-Bains. Donc on a une source tout près du village celtique. Donc ça peut être qu'elle était utilisée pour des rituels et tout ça. Et surtout, quand on rentre dans ce milieu, donc dans ces miroirs où il y a la grotte, et juste en face il y a la grotte à serrure, qui maintenant a été détruite parce que moi je suis allée l'année dernière et ils ont défoncé complètement la forme de clé de serrure de cette grotte-là. Bien évidemment, à un certain moment, il te semble de rentrer dans un lieu sacré. Donc voilà, on n'entend plus des oiseaux et tout ça, donc c'est effectivement très spécial comme lieu. On est hors du temps. Voilà, hors du temps. Sur une conclusion, est-ce que tu aurais quelque chose de personnel, disons un apport personnel sur ton ressenti sur le Huron du Val d'Or? Ce qui t'a ému ou ce qui t'a... Alors, c'est que, effectivement, c'était l'organisation, on peut dire. Parce qu'aujourd'hui, on passe tout sur les réseaux. Facebook, Internet. Et une fois, ils ont réussi, si effectivement les Hurons du Val d'Or étaient liés à la Société Angélique, à la Compagnie du Saint-Sacrement de l'Autel et aux AA, aux associations Amicorum ou des Anges, ce que je trouve très, 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 qui m'émerveille toujours, c'est qu'effectivement, ils ont gardé une tradition tout au long du siècle par une tradition orale ou par des écritures de la langue des oiseaux, bien évidemment, avec des signes et tout ça. Et aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Donc je trouve ça, l'organisation de la société dans la société qui encore aujourd'hui nous intéresse, il nous laisse avec les yeux ouverts, il nous laisse choquer quand on découvre quelque chose comme ça. Ah oui, une société secrète, qu'aujourd'hui, même la franc-maçonnerie, si on veut, a un réseau internet. Donc je trouve que pour garder la tradition, la vraie tradition qui cherchait de garder les Hurons du Val d'Or, ce sont des traditions orales qui ont parcouru les siècles par des hommes et sans des réseaux internet, sans rien, seulement à travers des symboles. Et ça, on l'a oublié. Donc c'est pour ça de retourner quelquefois aux origines, parce que les réseaux internet, en plus c'est internet, il a plusieurs avantages, mais pas ça. La tradition orale doit être la tradition orale. La tradition primordiale. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Tania. Et merci à toi. Voilà, à très bientôt.